Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de mission. Bouclez vos ceintures, nous partons à Madagascar. Partis en famille avec leurs 2 enfants, Céline et Bruno nous racontent comment la mission leur a appris à lâcher prise, à trouver leur place peu à peu et à se laisser transformer ensemble comme une véritable équipe. Ouvrir une mission avec les Salésiens de Don Bosco, vivre le dépouillement et découvrir la joie d'une vie unifiée en famille, voilà le cœur de leur aventure. Nous sommes la famille Champion et nous sommes partis en mission pendant 2 ans à Madagascar. Je suis marié à Céline et moi je m'appelle Bruno et nous avons 2 garçons, Noé et Siméon. Et quand nous sommes partis en mission en 2016, Noé avait 8 ans et Siméon avait 6 ans. On a ouvert une mission auprès des Salésiens de Don Bosco à Betaf, c'est plein centre de Madagascar sur les hauts plateaux et c'était un début, donc la mission, était d'être conseiller pédagogique, pour les professeurs et les équipes éducatives du lycée et de l'école Rinaldi. C'est une mission qu'on a dû aussi construire, tous les 2 au fur et à mesure, de notre présence sur place. Moi, j'ai toujours eu le désir de partir en mission de coopération. Puis il s'est avéré que quand j'étais seule, étudiante ou célibataire, il y avait des projets d'études qui se sont enchaînés, donc ça a jamais été, vraiment le bon moment pour le faire. Et puis quand on s'est installé avec Bruno, on avait aussi, d'autres choses à vivre. On a préparé notre mariage, installé notre famille, nos vies actives, respectives. Donc c'était pas mûr à ce moment-là, voilà, même si le désir était là. Et puis il fallait qu'on chemine à 2, fallait que le désir de Bruno grandisse aussi. Donc ça a été un moment donné où les enfants étaient un petit peu plus grands, pas 6 et 8 ans. Nos vies professionnelles étaient installées, on était sereins. Donc c'est le moment où on a été prêts. On se sentait, prêts et confiants, en équipe, en couple et avec nos 2 enfants, prêts à partir à ce moment-là. Donc c'est cette fenêtre-là qui a fait qu'on est partis, en famille. Moi je m'étais dit, il y avait pas forcément de besoin de partir à l'étranger parce qu'on pouvait aider là où on était, donc j'étais un peu en réaction, je crois. J'avais un petit peu laissé de côté et à un moment donné, j'ai compris à quel point, c'était pas comme ça qu'il fallait penser les choses et que c'était pas un ou, c'était pas soit on aide en France, soit on aide à l'étranger, mais qu'en fait on pouvait être présent, sur les 2 tableaux et surtout, moi j'ai ressenti à ce moment-là le besoin d'être avec Céline et les enfants pour, m'ouvrir à une autre façon de voir le monde et voir aussi ce à quoi ressemblait, l'église au loin, et puis je crois aussi, me laisser toucher par ce désir que j'avais du mal à comprendre, qui avait grandi chez Céline depuis longtemps. Ce désir d'étranger et comprendre ce que ça pouvait, vouloir dire, pour moi aussi, que de laisser tomber mes repères et de découvrir une autre culture. J'avais l'impression que j'aurais pas eu une vie complète si j'avais pas eu l'expérience de me sentir étrangère quelque part. Voilà, pour pouvoir mieux comprendre, les autres, mieux comprendre notre humanité commune. Je ressentais, très fort ce besoin de vivre une situation d'être moi-même étrangère quelque part et en plus, j'ai trouvé ça, très beau de me dire: «Ben, on va le vivre en famille et je vais, faire vivre ça à mes enfants». Et puis la mission avec Fidesco, c'était le faire vivre à mes enfants, mais avec, quand même un cadre sécurisant, pour nos enfants, c'est-à-dire le cadre de leur famille, qui restera là, qui restera solide, en mission. Le cadre de la mission Fidesco, une grande joie de leur faire, vivre cette expérience en même temps que moi, en même temps que nous, tout en sachant que c'était quand même aussi un ils resteraient un peu en sécurité, affective, en tout cas, avec nous, dans cette expérience d'étranger. Et peut-être une dernière chose, alors c'est pas une motivation évidemment, mais quand j'y repense, nous on était tous les 2 fonctionnaires avant de partir, donc dans un cadre aussi très installé et c'était, aussi un témoignage à donner de se dire qu'en fait, on est installé, on est bien installé et en fait on peut donner ce témoignage de dire: «Bah, on peut tout laisser». J'avais bizarrement assez peu de crainte, parce que je pense que vraiment, l'enthousiasme, prenait le dessus. Moi, j'avais une crainte très personnelle pour moi, particulièrement, que je reprojetais un peu sur nos enfants, mais qui était plus une crainte, émotionnelle, de faire face aux difficultés ou aux témoignages de difficultés de vie qu'on pourrait rencontrer une fois sur place.
et moi comment ça allait m'atteindre, comment émotionnellement j'allais pouvoir gérer ça. Voilà, je suis très, très sensible à toutes les injustices du monde qui se répercutent sur des vies réelles et des vies concrètes de chacun, chacune. J'avais assez peu de craintes matérielles, au contraire, c'était quelque chose, qui m'attirait aussi dans cette vie. Donc quand on nous disait: «Bah, imaginez, si vous avez pas d'eau, imaginez les coupures d'électricité». Voilà, on avait un mode de vie assez pragmatique aussi déjà en France, donc c'était pas quelque chose qui me faisait peur particulièrement. J'avais plus peur, que les enfants, vivent à un moment donné une expérience qui puisse être un peu trop forte, qu'ils auraient du mal à gérer, ensuite plus grands ou adultes. J'étais très curieuse de savoir, comment les enfants en mission avaient été pétris de cette expérience-là et comment, une fois adultes, ils retraitaient cette expérience-là. J'avais pas beaucoup de peur non plus, mais la santé, c'est un point un peu plus sensible chez moi. Je suis un peu fragile de l'estomac aussi. Donc j'avais une crainte pour la famille, pas trop pour Céline parce que elle est plus forte que moi de ce point de vue-là. Mais voilà, moi j'avais un peu peur d'être un peu gêné dans ma mission, par du mal de bide, et de fait, j'ai eu mal au bide pendant la mission, mais ça m'a pas empêché de la vivre. Puis on est parti, en fait, quand on a peur on regarde les choses objectivement et on alors c'est vrai qu'on est bien accompagné par Fidesco, mais on a aussi pris les renseignements avec nos médecins et c'est vrai que, bah, moi j'ai emmené pas mal de médicaments qui m'ont pas servi, mais je les avais et ça m'a permis de faire face à tout ça. Et puis je crois que ça nous a vraiment donné à voir, la confiance qu'on avait, dans notre famille, en fait, dans notre fonctionnement familial, dans notre couple. Alors, soit on était inconscient, soit on se sentait solide, mais mais à ce moment-là, en tout cas, on avait l'impression de se sentir solide, de pouvoir, en partant en équipe, de pouvoir faire face à peu près tout ce qui pourrait nous arriver. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert ce que j'avais un peu moins avant de partir en mission, mais durant tout le temps de formation, le temps de préparation, le temps de discernement, vraiment toute la préparation avec Fidesco, je m'en suis vraiment remise à Dieu de manière, beaucoup plus consciente et ça a été une confiance vécue, extraordinaire que j'ai découvert et expérimenté vraiment à l'occasion de la préparation de la mission. Puis après, bah, il y a eu les expériences sur place où on est peut-être un peu moins solide que ce qu'on pense. Voilà, moi, un exemple, tout bête, je suis tombée du papayer, 15 jours après être arrivée. Donc en fait, j'étais contusionnée de partout, la nuit, je pouvais plus bouger, j'étais persuadée que j'avais les hanches cassées, enfin voilà, donc ça m'a et là, je me suis dit: «Oh, si ça se trouve, là, on n'a même pas fait 15 jours qu'on va déjà rentrer». Voilà et c'était une chose toute bête, c'est juste, un comportement classique en France, pas très haut. Donc voilà, donc je n'avais rien de cassé et ça tout s'est rétabli derrière, mais ça, m'a inquiétée de ne pas pouvoir faire la mission. Essentiellement, c'était ça, voilà. Mais ça remet un petit peu les pendules à l'heure aussi, donc. Pour rebondir sur ce que disait Céline, bah, j'ai pu vraiment, moi, m'appuyer sur cette équipe qu'on faisait. Céline parlait de cet abandon, dans le Seigneur. Ce que beaucoup de volontaires disent, c'est qu'il y a des feux qui passent au vert petit à petit. C'est pas une légende, quoi. C'est vrai qu'il y a des feux petit à petit qui passent, petit à petit qui nous permettent de dépasser nos questions, nos craintes. Mais en fait, moi, quand je repense à ce départ de mission, il y a absolument pas de sentiment de crainte ou de peur qui m'envahissent ou qui était présent parce qu'on avait, ensemble une espèce d'équipe, d'une Champions League, comme on aime à le dire, qui était là, qui était solide, sur laquelle on pouvait s'appuyer pour regarder en vérité les questions et puis avancer. Et de manière très concrète, je pense aussi que sur le moment du départ, on avait une place qui était très occupée par des craintes liées à notre vie matérielle en France. Et donc ça prenait une place très forte de ce qui pouvait nous empêcher de partir en mission. Et c'est vrai que en l'espace de, allez, 4-6 mois, et ben, il fallait vendre une maison, il fallait vendre une voiture, il fallait obtenir des disponibilités de la part de nos employeurs, et donc ça, il fallait préparer les enfants aussi à cette aventure et ça prenait de la place aussi dans la prépa mission. Donc moi, je ressens qu'on a plus eu tendance à s'abandonner sur ce qu'on allait trouver en mission et à continuer à garder la maîtrise de tout ce qu'il fallait faire pour réussir à partir en mission. Nous sommes partis ouvrir une mission, avec les Salesiens de Don Bosco parce que, le père Vittorio, qui était le père directeur de l'époque, voilà, pensait qu'il y avait un besoin pour, la soixantaine de professeurs, qui travaillaient,
à Bétaf, qui avaient un besoin pour, renforcer leur pratique pédagogique, leur pratique professionnelle et donc il avait, envie d'avoir, des volontaires qui pouvaient, à la fois être là pour accompagner, ses professeurs, pédagogiquement et puis aussi, il avait envie d'avoir une famille qui puisse, aussi donner un témoignage d'engagement à travers leur mariage, à travers, leurs, leurs liens familiaux, et leurs relations avec les enfants. Et on a eu, cette chance tous les 2 avec Céline d'être envoyés, sur ce même poste. On a travaillé ensemble pendant 2 ans. On a co-construit ensemble pendant 2 ans. On a animé des temps de formation, ensemble pendant 2 ans. C'était un des désirs aussi qu'on avait, hein, de partir en mission, c'était de pouvoir unifier, nos vies. C'est pas forcément toujours évident, mais en tout cas, voilà, on a travaillé ensemble pendant 2 ans et donc très concrètement, on a dû dérouler la pelote de la mission pendant 2 ans. On n'a pas vu les choses comme ça quand on est arrivé. Il y avait le partenaire, officiel, institutionnel qui était le directeur de la communauté, mais que la mission, elle serait aussi à construire avec, le directeur de l'établissement. Donc voilà, on a très vite compris qu'il faudrait, le construire avec l'ensemble des enseignants, avec l'ensemble de l'équipe de direction du collège-lycée et que ce serait à bâtir ensemble et que finalement les besoins, fallait peut-être pas, pardon pour l'expression, mais fallait peut-être pas, se jeter sur les premiers besoins qu'on repérerait. Parce qu'entre notre, vision, de français, avec nos vies professionnelles, qui arrivions sur place, les besoins qu'on repérait, voire les besoins qu'on nous exprimait n'étaient peut-être pas nécessairement les besoins réels prioritaires. Voilà, donc ça, on heureusement qu'on était 2 sur la même mission et qu'on se parle beaucoup aussi parce on a rapidement analysé ça tous les 2 et donc on s'est tous les 2 mis en prudence. Voilà, ça nous a permis d'être à 2 en tout cas, ça nous a permis d'avoir, l'un qui veut pousser, qui repère des choses et l'autre qui, alerte en disant: «Ah ouais, mais alors attention parce que là, si on va comme ça, peut-être on ira trop vite» et vice versa, en fait. C'est des rôles qu'on tenait, les l'un l'autre. Voilà, comme le dit Bruno, au terme de la mission, on a bien vu que pendant 2 ans, il y avait quand même eu, des choses, très structurées qui s'étaient faites. Cette prudence dont parle Céline, elle est importante parce que nous, quand on a ouvert la mission, il y avait rien qui existait et donc les premiers besoins exprimés par les profs et par les pairs finalement, c'était, ben, le français. Puisque, à Madagascar, le français, c'est une langue officielle et donc le premier besoin exprimé était le français et on aurait pu se jeter, là-dedans. Parce qu'on était désœuvrés au début, parce qu'on est forcément désœuvré dans une ouverture de mission puisqu'on ne sait pas quoi faire et donc on a un besoin repéré, on se dit: «OK, on va faire du français» et puis en fait, on a compris que c'était pas ça le besoin et comme disait Céline, ça nous a demandé de s'interdire peut-être, d'aller prendre la place, pour le coup là, de profs qui ont tout à fait les compétences de donner des cours de français, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bah, en fait, dans les premiers temps, la mission, ça a déjà été d'être avec certains profs, profs de français, profs d'informatique, profs de maths, être avec eux pour voir comment ça se passe dans leur classe, comprendre comment c'est une classe en malgache et puis ensuite, de se dire: «Aujourd'hui, il y a pas d'espace dans ce collège et dans ce lycée pour que les profs puissent exprimer des questions, parler de ce qu'ils vivent en classe. On va essayer de créer des permanences, des espaces pour, échanger avec eux et puis réfléchir ensemble. Et puis, le père Patrick nous a dit: «Bien, une fois par mois, il y a des réunions avec tous les profs. Peut-être que vous pourriez intervenir un petit moment dans ces réunions-là pour parler d'un sujet de pédagogie». Il nous a dit: «Ah, vous pourriez aussi être présent, pendant les temps d'études. Là, peut-être pour, être avec les élèves sur, la pratique du français, lire des livres et puis aussi, le père directeur nous a demandé d'être présent auprès des aspirants, les aspirants Zouki. C'est des jeunes qui, réfléchissent à devenir salésiens et comme il y a beaucoup de jeunes qui réfléchissent à devenir salésiens, il y a pas toujours de la place pour eux, à la capitale et donc il y a, parfois une année un petit peu de transition. Hem Et pendant cette année-là, ces aspirants, ils rendent beaucoup service à la communauté et le père voulait qu'on puisse être présent pour ces jeunes, pour les aider dans leur pratique du français. Donc on a eu aussi, cette mission auprès des aspirants. En fait, quand on est de passage à Madagascar, on l'a vu chez beaucoup de gens, qui disent, «Mais c'est fou comme, ils maîtrisent pas le français alors que c'est la langue des examens, c'est la langue administrative». Hem Et ce qu'on a repéré, c'est qu'en fait, ils maîtrisent le français. Ils ont souvent un français, académique, beaucoup plus pur que nous, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus construit, mais peut-être ce qui manquait, c'était de l'ordre de quelque chose de plus culturel, qui était que si on alors ça va être très caricatural forcément, mais pour expliquer rapidement, si c'est pour mal faire, vaut mieux ne pas faire, quand même. Voilà, avec, beaucoup de pudeur en tout cas.
Donc cette pudeur-là, et ben, quand on est dans la pratique d'une langue vivante, on sait qu'il faut savoir s'en détacher, de cette pudeur-là. Sauf que culturellement, c'est très difficile. Donc quand on a perçu ça, on a très vite eu la posture de dire aux profs: «Mais en fait, vous savez, vous savez le français mieux que nous des fois, vous connaissez des règles mieux que nous, des règles de français. Par contre, il faut prendre conscience que c'est pas qu'une langue administrative et une langue d'examen. En fait, c'est une langue dans laquelle on peut aimer, c'est une langue dans laquelle on peut jouer, c'est une langue dans laquelle on peut rire. En fait, c'est une langue. C'est une langue, nous, c'est la langue dans laquelle on vit, donc en fait, on la parle moins bien que vous, peut-être au sens, littéraire du terme, mais on vit avec. Donc on a proposé plutôt des ateliers de pratique du français aux professeurs, plutôt que des cours de français. Avec, ben, des formats pédagogiques, plus ludiques aussi, pour montrer que c'est une langue qui se vit, et puis c'était un vecteur qui nous permettait d'intégrer des outils pédagogiques qu'ils puissent expérimenter pour eux ensuite éventuellement les retransposer dans leur classe pour ouvrir à d'autres pratiques pédagogiques que, l'enseignement descendant qui était leur pratique, quotidienne. Et puis la deuxième année, on a, ouvert un petit peu plus notre mission à l'école de rattrapage, l'école Rinaldi, qui s'adresse à des enfants qui ont plus de 10 ans, entre 10 et 16 ans, avec, le nouveau père, directeur, en se disant: «Bah, finalement, dans cette école de rattrapage qui s'adresse à des enfants qui n'ont pas du tout d'habitude scolaire, les professeurs qui enseignent dans cette école sont, presque les professeurs les moins bien formés». Et donc là, on a mis en place avec eux, des temps de formation, donc comme le disait Céline, aussi ludiques, mais aussi des temps de formation un peu plus, structurés. Tous les lundis, on avait, 1 heure et demie ou 2 heures de formation pédagogique, et Céline avait avec eux aussi, des temps vraiment, d'ateliers de français. On a mis aussi en place, avec une professeure, du lycée, la structuration de la bibliothèque pour que cette professeure puisse la gérer et proposer des ateliers aux élèves, et puis voilà. Au départ, on a eu cette idée de permanence pédagogique pour, construire ce lien, mais voilà, un peu d'humilité, quoi, parce que le lien de confiance, il n'était pas tout à fait fait, donc on tenait nos permanences, mais il y avait personne qui venait. Donc heu, donc forcément, on s'est dit: «Bon, est-ce que c'est la bonne idée?» Puis on a quand même persévéré, et puis on a le lien de confiance qui s'est créé petit à petit aussi par des instants de vie collective dans le lycée, et petit à petit, il y a déjà au démarrage 2 professeurs qui nous ont fait confiance et qui ont saisi l'opportunité d'avoir des gens pour les aider. Donc les autres ont pu voir aussi ce que ça créait comme lien, ce que ça créait comme confiance chez leurs collègues. Donc là, ça a vraiment été du tissage, petit à petit, et donc les permanences, bah, elles ont pris un tout petit peu plus d'ampleur au fur et à mesure, et on a vu, je fais une petite parenthèse sur, un petit peu les consignes de mission, mais Fidesco nous dit, de partir en vacances dans le pays, de pas, de pas quitter le pays pendant les 2 ans. Nous, on a vraiment pu expérimenter la puissance de ça, parce que sur, les vacances d'été en France, bon l'hiver là, mais juillet, août, les grandes vacances scolaires, les professeurs organisaient avec, la cagnotte des professeurs, organisaient un voyage, commun, auquel on s'est associés, et donc on n'est pas rentrés au mois d'août pendant les vacances des enfants. On n'a pas pris l'avion pour rentrer voir nos familles en France. On a pris le car, un vieux car déglingué, le même avec les professeurs, pour aller à Morundave, dormir, dans une salle des fêtes, dans des conditions, totalement précaires, qu'on a, tenu à vivre avec eux, et on a vraiment vécu cette expérience de voyage avec eux, donc dont certains qui découvraient la mer pour la première fois. On a complètement vécu ça avec eux, et quand, dans le lieu qui nous accueillait, ils ont découvert qu'il y avait une famille de Vasa, une famille de blancs avec des enfants, la direction, du centre qui nous accueillait est tout de suite venue nous voir pour dire: «Mais on a des chambres, on peut vous proposer des chambres?» Et nous on a dit: «Mais non, mais on est installés avec les professeurs, on reste là, à dormir par terre, dans cette salle des fêtes, bah non, pourquoi on prendrait une chambre? On est en vacances avec eux». Et tout ça, on a vraiment vu une différence, après, au retour, où certains professeurs qu'on sentait, sceptiques, ou qu'on sentait, qui gardaient leur distance, par prudence, sont vraiment, venus nous parler et nous ont exprimé, vraiment le fait que, «Mais vous êtes pas rentrés voir vos familles?» Ben non, on est 2 ans avec vous, on est 2 ans avec vous, et on a vraiment senti que la deuxième année, il y avait eu un déblocage de certains professeurs qui sont du coup venus profiter, des propositions qu'on pouvait faire, et ces permanences ensuite elles se sont,
elles se sont, plus, professionnalisées, on va dire, où, on a pu mettre en place, sur l'impulsion de Bruno surtout, des ateliers thématiques. On proposait, des ateliers thématiques, avec des thématiques pédagogiques et où les enseignants et l'équipe éducative de manière plus large, pouvaient profiter. Une part de notre mission avec les professeurs et une vigilance qu'on a eue toujours, c'était de ne pas faire à la place et donc on a fait, ce qu'on appelle du co-enseignement. On n'a jamais fait de l'enseignement à la place. Donc co-enseignement, ça pouvait dire 2 choses dans notre mission. Première chose, être ensemble dans la classe avec le professeur de façon à, faire ensemble. Pas lui montrer dans le sens, lui dire: «Voilà ce qui est la bonne pratique», mais on avait réfléchi en amont à comment construire un cours et comment le dérouler. Eh bien, on le pilote ensemble, on le fait ensemble. Ça, c'était une modalité de notre mission. Une deuxième modalité, c'était de dire: «On peut vous offrir une modalité de classe plus facile en coupant en 2 le groupe», et donc on avait un groupe avec nous et un groupe avec le professeur. C'est aussi l'occasion pour le professeur de travailler différemment avec un groupe plus petit et d'avancer, plus profondément avec les élèves dans telle ou telle thématique. Pendant qu'on était au collège-lycée, on se répartissait il y a plein de moments dans la journée, on était ensemble dans le cœur de journée, donc on bossait vraiment en duo quoi, en binôme, en permanence. C'était une mission commune tous les 2. Mais il y a plein de moments aussi où il y avait l'un, ou l'autre qui était seul parce que, dans notre organisation familiale, il fallait qu'on emmène les enfants à l'école et les enfants étaient à 3/4 d'heure de route. Quand l'un, emmenait les enfants à l'école, il faisait les 3/4 d'heure de voiture, il posait les enfants et puis, il refaisait les 3/4 d'heure, dans l'autre sens. Une fois qu'on a appris à conduire en autonomie sur la petite route qui reliait, Béthaf à Antirabé. Donc ça, au début, pour se rassurer, on faisait la route tous les 2. Et puis au bout d'un moment, très vite, c'est bon, on avait pris les codes, on avait pris les techniques de conduite, on évitait les poules, les taxis-brousses et cetera. Donc on a très vite été autonome pour faire la route tout seul. Donc on a pu se diviser. Ce trajet-là, en fait, pour nos enfants à l'école, était à la fois, lourd parce que c'était quand même, 3 heures de moins sur la journée puisqu'on avait 1 heure et demie, pour, le matin et puis, à 15h30, fallait repartir pour aller les chercher à 4h30 et refaire la route dans l'autre sens. Ça, c'est le fait que, le père directeur ait voulu, aussi une famille. C'était évident pour eux que la vie de famille ferait partie intégrante de la mission et ça, c'est une vraie découverte en mission par rapport à ce qu'on peut connaître professionnellement en France. C'est-à-dire que ça a jamais été un problème pour personne de se dire: «Ils font pas les horaires, ils ont 3 heures de moins». Enfin non, ça faisait partie de la vie de mission en famille, il y avait, nos enfants à aller chercher. Donc c'était à la fois un peu lourd, parce que ça demandait beaucoup de concentration puis beaucoup de route quand même et en même temps, c'était un vrai temps béni en famille, parce que c'était un temps, privilégié avec nos enfants où on était dans notre voiture et avant de partir, on avait demandé à nos amis de nous transmettre sur clé USB une musique, soit leur musique du moment, soit leur musique préférée, soit quelque chose. Donc on avait une playlist d'une centaine de musiques totalement aléatoires et très différentes. Donc au bout d'un moment, on s'est amusé à aller les faire graver sur les CD parce que dans les petites gargotes à Madagascar, on pouvait graver les CD. Et on avait un lecteur CD dans la voiture. Donc les trajets en voiture avec les enfants étaient des moments de chant et de musique, c'est devenu un vrai moment privilégié ces trajets en voiture. Ils mangeaient à la cantine, nous les enfants et ils ont rencontré, des copains, à l'école, classiques et puis, il y avait, Antirabé, c'est autant à Béthaf, on était la seule famille de Vaza, autant à Antirabé, il y a beaucoup d'expats. Et du coup, ils ont rencontré aussi des enfants d'expatriés et on a une famille, d'expats qui étaient assez impressionnés de la mission au démarrage, qui nous ont proposé, de dire: «Les vendredis, en fait», ils avaient des enfants du même âge. «Les vendredis, en fait, on peut prendre vos enfants à manger» et pour la petite anecdote, les garçons, trouvaient ça génial parce que quand ils étaient chez Erwan et Virginie, ils pouvaient manger 2 yaourts. Donc c'était, waouh, ils adoraient quoi, parce qu'ils pouvaient prendre un deuxième yaourt s'ils voulaient. Voilà. Ça fait presque 10 ans maintenant qu'on est rentré et à chaque fois que j'y repense, c'est, vraiment un temps ça a été vraiment un temps extraordinaire. Cette mission, moi je l'ai adorée. Ça veut pas dire qu'elle a été facile, mais je l'ai adorée parce que, ce que j'avais envie de vivre moi, c'était une vie unifiée.
unifier, alors c'est peut-être un grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je voulais que, ce que je vis dans mon travail, ce que je vis, avec ma femme, avec mes enfants, ce que je vis avec les gens du quartier, je voulais que tout ça soit relié. Je voulais aussi que ma foi, ce soit un fil qui relie tout ça. Puisqu'avant de partir, ma foi, elle était complètement séparée aussi de mon travail et donc ça, c'est une des raisons qui fait que ce temps de mission a été extraordinaire. Une deuxième raison, c'est parce qu'on était dans un cadre, de nature, vraiment incroyable. On a pu profiter des rizières, on a pu profiter de la montagne, on pouvait, quand on avait besoin de prendre un peu de l'est, prendre le large, voilà, on pouvait, faire, 200 m, et puis, on quittait, la rue principale et on marchait tout seul dans la rizière. C'est un temps de famille béni, vraiment. C'est un temps pour moi où on a construit notre identité d'équipe. Cette dimension de faire équipe en famille, pour moi, elle demeure après la mission. Elle s'est pas arrêtée, au retour, en fait. Déjà parce que le retour était une épreuve qu'on a dû vivre en équipe aussi. Alors bien sûr, maintenant, nous, les enfants, ils sont ados, ils sont grands, donc ils doivent construire leur propre vie, ils doivent voler de leurs propres ailes et il s'agit pas de les enfermer dans ce rôle d'équipier, à 4 où il y a que ça qui existe. Pas du tout. Mais en attendant, j'ai quand même le sentiment que ça a forgé quelque chose qui nous permet de faire équipe quand il y a quelque chose de beau à vivre et quelque chose de plus difficile, pour l'un ou pour l'autre. C'est vraiment cette vie à 4, c'est quelque chose de particulier parce qu'on est vraiment étrangers quelque part et même si des liens se construisent avec, les autres volontaires Fidesco, ce qui est hyper important, ce qui est une soupape, énorme. Il y avait d'autres volontaires Fidesco à Antsirabe, donc l'endroit où les enfants étaient scolarisés, donc à 45 minutes de la maison, donc c'est vraiment pas loin. Ça a été une soupape extraordinaire. Même s'il y avait les volontaires Fidesco, même si on s'est fait amis avec des expats, c'était des soupapes, mais en attendant, au quotidien, on peut compter que sur nous 4. On s'est très vite dit que les enfants, ils faisaient partie de l'équipe, quoi. Il y avait pas, le couple qui était la team et puis, les enfants qui devaient suivre. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu ces 2 années, c'est qu'on a fait équipe à 4, chacun avec sa zone de talent et nos 2 enfants n'ont pas appréhendé la mission de la même manière du tout. Donc on avait aussi cette différence à gérer, et en même temps, ils avaient chacun leur zone de talent qui apportait, quelque chose à la mission. Donc ça a été un vrai moment béni à 4. Mais comme le dit Bruno, pas facile. Et comme on a été, profondément heureux, on a été profondément équilibrés, profondément épanouis, on a parfois eu tendance à sous-estimer les difficultés qu'on était en train de rencontrer. En fait, elle a été éprouvante cette mission, mais c'est pas du tout incompatible avec le fait qu'elle ait été complètement, épanouissante et belle et vivante et qu'elle nous ait rendues heureuses. C'est pas parce que c'est difficile que ça nous rend pas heureux. J'ai chopé cette phrase de témoignage d'une sœur et moi cette mission, ça a vraiment été ça. Moi, j'ai aussi vécu cette mission comme comme une vraie pierre pour toute ma vie à garder, sur, la liberté qu'on a toujours dans notre vie, de choisir, de rechoisir, de changer, de se faire confiance, de s'abandonner. Et ça, c'est quelque chose de super important pour tout ce qui se dessine ensuite. C'est-à-dire que d'expérimenter une fois dans sa vie, vraiment, que rien n'est jamais, figé, que tout peut se remodifier, se modeler et dans la confiance aussi. Ce qui ne veut pas dire, être déresponsabilisé, mais c'est accepter de ne pas tout maîtriser et ça, la mission, moi, ça a été fondateur de ce point de vue-là. Je me souviens qu'on nous avait donné le conseil pour préparer, les bagages avec les enfants, de pas hésiter à prendre des univers de jeux, qu'ils avaient déjà en France, des univers de jeux auxquels ils tenaient et autre chose qu'on a fait aussi, qui était de leur demander de choisir, parmi celles qu'ils avaient déjà, une parure de lit, une housse de couette et la tête d'oreiller, qu'ils aimaient, avec les motifs qu'ils aimaient. Parce que voilà, on nous avait prévenu qu'à Bétaf, sur les hauts plateaux, l'hiver, il faisait froid, que les maisons sont pas chauffées et effectivement, on a du au petit matin, il peut faire 2 degrés, hein, avec, des maisons pas chauffées et puis des fois, ben, des maisons qui n'ont pas de vitres aux fenêtres, c'est bien d'avoir des couettes. Pour moi, le sommeil, c'était hyper important, donc on avait fait tout ce qu'il fallait pour emmener des couettes et ça a tout changé quand même en arrivant, dans la maison quand il a fallu s'installer et qu'on a fait nos lits. En fait, on était à la maison parce qu'on avait nos lits qui étaient familiers et les enfants, ça a été un vrai repère pour eux d'avoir un lit avec, d'avoir leur lit avec leur housse de couette. Dans les préparatifs, c'était
un truc qui reste marquant, pour nous et je crois, un peu marquant pour eux aussi. En fait, c'était un vrai point de repère. Moi, j'ai vraiment cette image-là, on a une photo en plus, de se dire une fois qu'on a eu fait le lit le premier soir, de se dire: «Bah, en fait, on est à la maison» et en fait, c'est très rassurant pour les enfants. J'ai un souvenir, qui me met toujours en joie quand je repense à la mission avec les garçons. C'est les temps de jeu dans la rivière. On était vraiment pas loin des rizières et il y avait une rivière et voilà de les voir, le cul dans l'eau, en slip, avec le chapeau, en paille sur la tête, avec, les malgaches pas loin qui lavaient le linge et de se dire: «C'est le plein de mois de janvier en France, ça caille, mais là nous, en fait, on n'a pas besoin de choses très compliquées pour être heureux, juste un peu d'eau et des cailloux, quoi». Ce qui était trop chouette à la maison, c'est que très, très souvent, quand on rentrait de l'école avec les garçons, bah, en fait, il y avait les enfants du quartier, juste à côté là, une dizaine d'enfants, peut-être au max qui venaient et on jouait à cache-cache capoc donc et au ballon prisonnier. C'était les jeux favoris. Alors cache-cache capoc, c'était surtout nos garçons qui jouaient avec les enfants, donc c'est, l'équivalent de la gamelle, voilà, mais sauf qu'il y a pas de ballon en fait, il y a une capoc, c'est une espèce de boîte de conserve, un petit peu dézinguée et ça, c'était des super bons moments où on adorait entendre les enfants rigoler et se cacher, en parlant en malgache, français. Et ce qui était génial, c'est qu'à la fin, il y avait une inversion des langues. C'est-à-dire qu'ils jouaient ensemble, mais alors nos enfants donnaient des consignes ou, avaient des interjections, en malgache et les voisins malgaches, faisaient la même chose en français. Donc ils interagissaient comme ça, de manière, super naturelle pendant qu'ils jouaient à leur cache-cache capote. Donc les malgaches en parlant français et nos garçons en parlant malgache. Donc c'était complètement improbable. C'était très chouette. Dans notre quotidien en famille, on a très rapidement pris l'habitude aussi de ne plus faire attention aux coupures d'électricité. On peut pas dire qu'on a vraiment souffert du manque d'électricité, parce qu'on en a toujours eu, mais on avait très, très fréquemment des coupures d'électricité et donc la lumière qui tout d'un coup s'éteint, pendant qu'on est en train de manger ou avant de faire la vaisselle ou au moment où on doit se brosser les dents. Hem et donc bah, on avait, voilà, des bougies qui traînaient un peu de partout et puis des frontales et donc avec les garçons, c'était, toujours, des moments assez sympas, de voilà, quand la lumière se coupait, de pas paniquer ni crier, mais tranquillement, ils allaient chercher, la frontale où on allumait la bougie et puis, on faisait la vaisselle, un peu, comme les scouts connaissent, quoi. Voilà, à la lumière de la bougie ou de la frontale. On s'est rendu compte avec Céline finalement que ce qui avait été un peu difficile pour nous, c'est, ce niveau d'exigence qu'on pouvait avoir ou ces attentes qu'on avait pour nos enfants. On voulait qu'ils vivent la mission, d'une certaine façon en étant peut-être, voilà, toujours disponibles, toujours ouverts, toujours, tournés vers les autres, capables de faire, des efforts sur tout, la nourriture et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est pas bon, ça met un niveau de pression trop important. Nous, on a eu besoin, avec Céline, de réajuster ce niveau d'exigence avec les enfants. À l'église, se rendre compte qu'on n'est pas obligé de pendant 2 heures de messe, de rester, sans bouger parce que même les enfants malgaches eux-mêmes le font pas. Sur le régime alimentaire aussi, qu'on peut peut-être, s'autoriser à manger des choses qui sont un peu plus fun aussi de temps en temps. C'est pas parce que les voisins d'à côté, ils ont pas suffisamment à manger que nous, on doit absolument avoir une rigueur, de faire. Voilà, donc ce conseil, ce serait vraiment de se dire: «Vos enfants vont vivre la mission à leur niveau». Et ne mettez pas, un niveau d'exigence sur vos enfants peut-être à la même hauteur que ce que vous mettez pour vous-même ou ce que vous avez comme attente pour vous. Merci Céline et Bruno de nous avoir fait voyager au cœur de votre mission. Votre témoignage nous rappelle que les difficultés n'empêchent pas le bonheur et qu'une mission vécue en famille peut être un chemin d'unité et de confiance. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous aussi vous sentez l'âme d'un volontaire, venez faire un tour sur notre site fidesco.fr/partir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cœur de Mission. À bientôt!